Vendredi 19 juin 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition de votre journal sur Le Rural Bénin TV. Tout de suite, le sommaire. À la une, ce soir, la croissance des poissons n'est pas toujours au rendez-vous dans les élevages piscicoles. Qualité de l'eau, alimentation et gestion durable des bassins, plusieurs facteurs peuvent être en cause. Nous faisons le point sur le phénomène dynamisme en pisciculture. Chaque 19 juin est célébrée la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Dans cette édition, vous suivrez un extrait de notre entretien avec un hématologue sur la prévalence des anomalies hémoglobiniques S et C à l'origine de la drépanocytose au Bénin. Dans les élevages avicoles, la maîtrise des risques sanitaires est aujourd'hui un enjeu majeur de rentabilité et de durabilité. Dans le dossier du jour, focus sur les bonnes pratiques de biosécurité à adopter sur le terrain. Les actualités à l'international sont également au menu de cette édition. La vitrine de cette édition est ainsi présentée, les détails suivront juste après cette courte pause. À nouveau, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve, la météo rythme nos activités quotidiennes. Découvrons à présent les prévisions météorologiques de demain dans les villes d'Adjongsou et Waké. Le samedi à Adjongsou, le ciel sera très nuageux avec des averses en matinée. La température affichera 24 degrés Celsius, ressenti 28 degrés Celsius en raison de l'humidité. Les rafales atteindront 25 km/h venant du sud-ouest. Des foyers orageux sont possibles avec des averses prévues en fin de matinée. Le risque de pluie est élevé, estimé à 65%. Dans la soirée, la pluie restera intermittente avec quelques averses. La température descendra à 23 degrés Celsius, ressenti 26 degrés Celsius. Les rafales seront de 25 km/h, toujours du sud-ouest. Des nuages bas pourraient se transformer en brouillard. Les averses s'espaceront progressivement, mais le risque de pluie restera fort, évalué à 85%. En matinée, à Waké, le ciel sera très nuageux avec une tendance orageuse. La température affichera 24 degrés Celsius, ressenti 27 degrés Celsius en raison de l'humidité. Les rafales pourront atteindre 35 km/h venant du sud-ouest. Des foyers orageux sont possibles avec un risque d'averse estimé à 40%. Dans la soirée, les pluies orageuses s'espaceront progressivement. La température descendra à 23 degrés Celsius, ressenti 25 degrés Celsius. Les rafales seront plus modérées, autour de 20 km/h venant du sud. Le ciel se dégagera peu à peu, mais un risque orageux persistera. Les averses seront faibles et de plus en plus rares, avec un risque de pluie évalué à 50%. Chers internautes, pensez donc à prendre vos dispositions. La Islamic Development Bank a validé lors de sa 367e session du conseil d'administration, tenue du 16 au 19 juin, un financement de 19,17 millions d'euros, environ 12,2 milliards de francs CFA, en faveur du Bénin. Cette enveloppe financière est destinée à soutenir un projet visant la modernisation et la durabilité des systèmes agricoles du pays. Les défis de la filière anacarde étaient au cœur d'une audience accordée aux membres de l'interprofession de la filière anacarde du Bénin par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les échanges ont porté sur l'approvisionnement des unités de transformation en noix de cajou, la sécurisation de la matière première, le renforcement de l'organisation des acteurs et la promotion de la transformation locale. Dans les bassins piscicoles, la production de poissons constitue une activité importante pour de nombreux producteurs. Pourtant, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Des poissons qui grandissent difficilement, des ventes en baisse et des producteurs de plus en plus inquiets. Derrière cette situation se cache un phénomène bien connu en pisciculture, le nanisme. Entre qualité de l'eau, alimentation et gestion des bassins, plusieurs facteurs peuvent être en cause. Pour mieux comprendre ce défi et les solutions envisageables, nous avons rencontré un spécialiste.
Le nanisme constitue l'un des défis majeurs auxquels sont confrontés de nombreux pisciculteurs, notamment dans l'élevage du tilapia. Ce phénomène se traduit par un ralentissement important, voire un arrêt de la croissance des poissons, réduisant ainsi leur valeur marchande et la rentabilité des exploitations. Le nanisme, c'est un phénomène assez récurrent dans la production de poissons, surtout chez les poissons tilapia. C'est-à-dire que ces poissons ne se développent pas comme ça se doit. Ils ont atteint l'âge, mais on voit que la croissance, c'est-à-dire cette croissance-là ne va pas au niveau qu'il faut. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Selon les travaux publiés par la FAO, l'augmentation excessive de la densité d'empoisonnement entraîne une forte concurrence pour la nourriture et l'oxygène. Des études menées sur le tilapia du Nil montrent que lorsque les densités augmentent fortement, le poids moyen des poissons peut chuter de 136 grammes à seulement 82 grammes. Il y a plusieurs facteurs. Et les facteurs les plus souvent notés dans la production de tilapia, c'est par exemple la surpopulation. Lorsque vous avez trop de poissons dans un petit espace, ces poissons ne vont pas se développer. Il y a aussi la concurrence par rapport à l'aliment. C'est-à-dire, lorsque vous envoyez de la provende, ces poissons se disputent la provende. Lorsque vous faites le polycèse, c'est-à-dire plusieurs cesses dans un bassin, ça va faire qu'il aura une reproduction incontrôlée. Et donc, il aura une surpopulation. C'est ça qui va entraîner, par exemple, le nanisme. Au-delà de la densité d'élevage, la qualité de l'eau et l'alimentation jouent un rôle déterminant. L'alimentation joue un rôle important, déterminant. Et ça représente 60 à 70% de ce qu'il faut pour la réussite de l'élevage. Dans la production de poissons, c'est aussi la même chose. L'eau, c'est un facteur aussi déterminant dans la production des poissons. C'est la matière première, parce que sans eau, il ne peut pas avoir vie de poisson. Donc, il faudrait que l'eau puisse avoir une qualité. Lorsque vous avez une eau qui contient assez d'oxygène, ça permet aux poissons de mieux se porter, surtout les tilapias. Face à ce phénomène, des solutions existent. Elles passent notamment par une meilleure gestion des densités de peuplement, un suivi rigoureux de la qualité de l'eau, ainsi que l'adoption de bonnes pratiques d'alimentation et d'élevage. De temps en temps, le pisciculteur doit faire des pêches pour contrôler le poids de ses poissons. Et quand ils observent ça, il peut déjà savoir quels sont les paramètres qu'il faut ajuster pour avoir un bon développement. Lorsque le nanisme est déjà bien installé dans un élevage piscicole, des mesures correctives s'imposent. Lorsque, par exemple, tout a été raté au départ et nous avons un nanisme qui est assez poussé, le mieux à faire, c'est de vidanger le bassin, d'enlever tout ce qui est poisson, de vider l'eau complètement, de nettoyer le bassin et d'essayer maintenant d'utiliser des produits pour désinfecter et de mettre de nouveaux alevins. Dans un contexte où la pisciculture occupe une place croissante dans la sécurité alimentaire et la création de revenus, la lutte contre le nanisme apparaît comme un enjeu majeur. Mieux nourrir, mieux gérer et mieux suivre les élevages reste la voie à privilégier pour assurer une croissance optimale des poissons et la réussite des exploitations piscicoles. Le représentant résident de la FAO au Bénin a été reçu en audience ce 17 juin 2026 par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, Georges Allé. Les échanges ont porté sur les 5 projets mis en œuvre conjointement entre les deux structures, notamment dans les domaines de la gestion durable des ressources naturelles, de l'adaptation au changement climatique et du renforcement de la résilience des communautés. Les deux parties ont également évoqué les défis à relever et les perspectives de consolidation de leur partenariat. Ce 19 juin, journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, l'attention est portée sur cette maladie génétique du sang liée notamment aux anomalies de l'hémoglobine S et C. Quelle est l'ampleur du phénomène au Bénin? Combien de personnes sont porteuses de ces anomalies? Pour répondre à ces questions, notre rédaction a reçu Dr Alban Zohou, hématologue. Suivez cet extrait de notre entretien. Cette maladie est fréquente au Bénin et je vais donner des chiffres pour illustrer cela. Merci. Nous avons parlé de porteurs, c'est-à-dire on porte une anomalie de l'hémoglobine qui est le constituant principal du globule rouge
Lorsqu'on prend l'anomalie qu'on qualifie de S, les porteurs C, c'est-à-dire les sujets qui portent cette anomalie S, on estime leur fréquence entre 20 et 25% de la population. Lorsqu'on prend l'anomalie de l'hémoglobine qu'on qualifie de C, c'est-à-dire l'anomalie C, l'hémoglobine C, nous avons entre 10 et 16% de la population qui est porteuse de cette anomalie. Donc, si vous prenez ces deux anomalies, l'anomalie S et l'anomalie C de l'hémoglobine, vous vous rendez compte que c'est plus du tiers de la population. C'est-à-dire que sur 10 Béninois, vous en avez plus de 3 qui sont porteurs de cette anomalie de l'hémoglobine. Le représentant résident du PNUD au Bénin, M. Titus Oshundina, a poursuivi les 17 et 18 juin 2026 une série de prises de contact avec les membres du nouveau gouvernement béninois. Il a échangé avec les ministres en charge des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, ainsi que de l'énergie, de l'eau et des mines. Les discussions ont porté sur les priorités sectorielles du nouvel exécutif, notamment l'emploi, l'entrepreneuriat, la transformation agricole et l'accès à l'énergie propre. Une démarche qui s'inscrit dans le renforcement de la coopération entre le PNUD et le Bénin en faveur de la lutte contre la pauvreté et l'inclusion économique. L'agriculture peut-elle contribuer à la souveraineté alimentaire des États? C'est autour de cette question que se tiendra dans quelques jours au Palais des Congrès de Cotonou la première édition du Salon Expo Avicole du Bénin. Pourquoi ce thème? Le commissaire général du salon nous en parle. Suivez. La chaîne alimentaire, c'est très important pour un pays. Les produits carnés qui viennent des pays que nous ne voulons pas citer ici, on ne maîtrise pas toujours comment cette chaîne est respectée. Et dans les produits carnés, il y a ce qu'on appelle la chaîne de froid. Quand la chaîne de froid est coupée à un niveau, c'est que le produit est déjà altéré. Et donc, c'est mettre tout bout à bout pour que la population puisse avoir des aliments sains et à prix raisonnable. Donc, voilà pourquoi ce thème a été choisi. Et aussi, c'est pour valoriser nos produits et innovation. Plusieurs communications sont prévues pour bien détailler le thème général retenu pour ce rendez-vous qui ambitionne de repositionner la filière au cœur des enjeux de développement et de sécurité alimentaire. Hors de nos frontières, la ministre de l'Agriculture, Aminata Kaba en Guinée, a pris part ce 17 juin à un atelier technique régional sur l'approche Une seule santé en Afrique de l'Ouest et du Centre. La rencontre a réuni gouvernements, experts et partenaires autour des enjeux de santé humaine, animale et environnementale. Les participants ont souligné la nécessité d'une action coordonnée pour prévenir et répondre efficacement aux menaces sanitaires émergentes. Le 16 juin 2026, à Agboville, le gouvernement ivoirien a remis des reproducteurs porcins et des kits de biosécurité aux acteurs de la filière porcine. Cette action s'inscrit dans la politique de modernisation et de professionnalisation de l'élevage porcin. Les autorités ont également annoncé la poursuite de l'accompagnement des producteurs touchés par les crises sanitaires. Pour finir ce tour d'horizon, le ministre gabonais de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, Pacom Kossi, s'est rendu ce 16 juin 2026 sur le site de Tome Tchad, appelé à abriter un futur complexe agro-industriel. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des chantiers structurants du secteur, à moins de 6 mois de l'entrée en vigueur de l'interdiction d'importation de poulets de chair, afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux en cours. Je l'annonçais en titre, la biosécurité apparaît désormais comme une exigence incontournable pour la protection et la performance des élevages avicoles. Dans un secteur en pleine expansion, les mesures de prévention sanitaire s'imposent comme un gage de rentabilité et de protection des élevages. La biosécurité devient donc un impératif pour le développement des élevages avicoles. De la formation des acteurs à la sécurisation des exploitations, découvrez les bonnes pratiques à adopter dans ce reportage.
En plein essor au Bénin, le secteur avicole attire de plus en plus d'acteurs. Mais pour réussir dans cette activité, le respect des règles d'hygiène devient primordial, voire indispensable. Formation, sécurisation des élevages et application des mesures de biosécurité sont autant d'exigences encadrées par la loi numéro 2021-01 du 3 février 2021. Mais concrètement, en quoi consiste la biosécurité en aviculture? La biosécurité, c'est tout ce que vous faites pour empêcher que les maladies ne rentrent dans votre élevage ou bien qu'ils n'en sortent. Donc, empêcher que les maladies ne viennent. Et donc, biosécurité veut dire prévention. Prévention des maladies. Et donc, souvent en élevage avicole, lorsque la maladie est déjà là, vous perdez déjà énormément d'argent. Donc, c'est la prévention qui permet à l'éleveur de gagner en matière économique dans son élevage. Selon l'expert, la biosécurité repose sur deux approches distinctes, la prophylaxie médicale et celle sanitaire. Les prophylaxies médicales, par exemple, c'est tout ce qui est vaccin qui permet de prévenir les maladies. Donc, il y a des protocoles de vaccination qu'on établit lorsque vous recevez vos animaux tout au long de l'élevage qu'on met pour prévenir des maladies suivant les maladies que l'on rencontre dans la localité ou bien dans le pays. Donc, il y a des plans de prophylaxie nationale pour les élevages. Il y a des prophylaxies sanitaires. Les prophylaxies sanitaires, c'est souvent tout ce que vous faites en matière de propreté, d'hygiène, de désinfection pour que la maladie ne rentre. Bien qu'étant une filière porteuse d'emplois et attractive pour les jeunes, l'aviculture, comme tout autre secteur, nécessite une formation adéquate, aussi bien pour l'accompagnement des acteurs que pour la mise en place de plans de biosécurité. Quand on veut faire de l'élevage, qu'on veut être professionnel, on se fait accompagner. On se fait accompagner. Le conseil ne coûte rien, ne coûte pas grand-chose, mais ça vous permet de réussir. Donc, il est très important de se faire accompagner et le professionnel qui va vous accompagner va mettre en place ce qu'on appelle un plan de biosécurité pour votre élevage. Le plan de biosécurité sera adapté à la taille de votre élevage. Nous parlions des élevages industriels et puis nous avons parlé aussi des élevages de petits élevages. Le plan de biosécurité qu'on met dans un élevage industriel, c'est pas la même chose qu'on met dans un élevage traditionnel ou bien moyen élevage. Donc, le professionnel saura, compte tenu de la taille de votre élevage, comment faire pour mettre à disposition un plan de biosécurité qui vous permet de protéger votre cheptel et par conséquent de réussir votre élevage. Pour Hospice Klobouchi, éleveur de volailles, son expérience en dit long. Le respect de ces exigences biosécuritaires montre un impact positif sur sa ferme. J'ai eu la chance d'avoir un couple comme ça qui m'ont aidé. À chaque fois, avant de prendre les poussins, quand j'ai fait le bâtiment, comment je vais mettre les bâches, on m'a montré tout cela. J'ai mis les bâches, les matériels que je dois utiliser, à savoir le nombre d'abreuvoirs par rapport à la commande que j'avais effectuée, le nombre de mangeoires, tout cela. À chaque étape, tout est respecté. La lumière, c'est-à-dire la lumière, comment il va respecter la lumière, parce qu'il y a un programme aussi pour la luminosité. Et quand tu ne le respectes pas, soit tu rentres plutôt en pente, ou soit ça agit sur la pente. Chez moi, c'est séparé. Il y a une zone où je peux recevoir des gens, mais il y a une zone où personne ne met pied, soit c'est l'animalier, soit c'est les enfants qui travaillent, mes enfants qui travaillent avec moi, soit c'est moi-même. C'est pour éviter, c'est-à-dire la contamination de ma ferme. La ferme, ce n'est pas un lieu touristique. Il faut que les gens se mettent ça dans la tête. L'élevage, ce n'est pas un lieu touristique. L'élevage, c'est comme un couvent. On prend des dispositions pour rentrer dans un élevage. Il y a des désinfections à faire, il y a des équipements de protection individuelle qu'on appelle souvent les épis pour laisser les germes dehors pour ne pas les faire pénétrer dans l'élevage. Les recommandations sont désormais claires et précises. Pas de site avicole transformé en site touristique et toujours veiller au respect des mesures sanitaires. C'est à ce prix que peuvent être assurées la durabilité du cheptel et la pérennité de l'activité.
Ainsi s'achève cette édition de votre journal. Merci pour votre fidélité à Le Rural Bénin TV. Chers internautes, gardons en nous l'espoir, car même les chemins les plus longs finissent toujours par conduire à des lendemains meilleurs. Bon sachez-vous.